Des animaux anthropomorphes, des rouleaux Shoujujiga au premier manga du début du XXe siècle et au premier film, Katsuro Shashin en 1911, l'animation japonaise est ancrée dans nos histoires de collective. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet de discussion majeur dans le monde entier, mais il y a une série de mangas qui les relie toutes. One Piece. Numéro 10. One Piece est largement considéré comme un chef-d'œuvre narratif. Et en 2024, le manga a été nommé la bande dessinée la plus vendue de tous les temps. Résumer One Piece est une tâche difficile. Avec plus de 1000 chapitres, il est presque impossible d'en faire un bref résumé. L'histoire se déroule à l'âge d'or de la piraterie, après l'exécution de Goldie Roger, qui avait découvert le plus grand trésor connu de l'humanité, le One Piece, un artefact qui devient le centre de l'intrigue après que Roger ait demandé au monde de retrouver son plus grand trésor. Au centre de l'intrigue, originaire d'un petit village, se trouve Monkey D. Luffy, un garçon ordinaire qui a mangé un fruit du démon capable d'accorder des pouvoirs magiques à celui qui le consomme. Dans le cas de Luffy, il s'agissait du fruit du caoutchouc qui lui permet de s'étirer comme du caoutchouc. Ce personnage idolâtrait le pirate Shanks le Roux, qu'il avait sauvé d'un serpent de mer et avait sacrifié son bras ce faisant. Avant de quitter Luffy, Shanks lui offre un chapeau de paille, l'objet le plus précieux du personnage qui deviendra l'inspiration du nom de son équipage de pirates. En dehors de ses capacités uniques de corps en caoutchouc, ce qui distingue Luffy des autres personnages, c'est qu'il est le seul à utiliser les gears 2, 3, 4 et 5. Les gears sont des applications spécifiques de son pouvoir, lui permettant de manipuler plusieurs aspects de son anatomie, comme le flux sanguin, le gonflement des os et la compression des muscles. En Gear 2, Luffy pompe plus de sang vers ses jambes, augmentant ainsi sa vitesse et sa puissance. En Gear 3, en mordant son pouce, ses os peuvent se gonfler, créant ainsi des membres énormes capables d'encaisser de lourds dégâts. En Gear 4, il peut gonfler ses muscles à des fins défensives et offensives. Luffy a déclenché le Gear 2 au chapitre 388 du manga, lors d'un combat contre l'agent du CP9, Blue Eno, pendant l'arc d'Eni Lobby. C'est à partir de ce moment qu'un effet domino commencerait à se produire. Après l'épisode de la série animée, Internet s'est enflammé et s'est passionné pour voir Luffy explorer ses capacités. Ce moment suivant est arrivé dans l'épisode 288 qui correspond au chapitre 403 du manga. C'est pendant cet épisode que Luffy a utilisé le Gear 3 pour gonfler ses os, en particulier la taille de son poing, ce qui lui a permis de briser une porte en acier solide. Les vidéos de réaction à ce moment ont rapidement inondé les réseaux sociaux, avec des fans d'anime et des influenceurs enregistrant leurs réactions à cet instant palpitant. Mais ce n'était pas la fin des expressions choquées que la série allait susciter. Dans le chapitre 784 du manga et l'épisode 726 de la série télévisée, Luffy active le Gear 4 lors de son combat contre Doflamingo. Il frappe fort en rentrant son poing dans son bras, puis en le relâchant violemment. Et encore une fois, Internet était en pleine effervescence. Les subreddits dédiés à One Piece étaient en effervescence, et bientôt la question suivante s'est alors posée. Luffy atteindra-t-il un jour le Gear 5 ? L'espace entre chacune de ces avancées comptait des centaines d'épisodes. Qui savait quand le Gear 5 allait faire son apparition ? Mais le Gear 5, le niveau final, est la forme éveillée du fruit du démon, le sommet de la puissance de Luffy. Cet événement serait sans aucun doute important, mais les spectateurs devraient attendre. En attendant, l'idée que Luffy atteigne le Gear 5 n'était qu'une théorie. C'est dans l'épisode 1071 que Luffy a été forcé d'affronter la colère de Kaido des bêtes, la créature la plus forte du monde, anciennement l'un des 4 empereurs. Les fans ont eu droit à un choc dans cet épisode, à plus d'un titre. D'habitude, les personnages principaux ne meurent pas, mais c'est précisément ce qui arrive durant l'arc du pays de Wano. Lors du combat entre Luffy et Kaido, le méchant prend le dessus et finit par vaincre le personnage adoré. Les spectateurs étaient captivés quand le cœur de Luffy s'est arrêté. Sa voix s'est réduite à un murmure, puis au silence. Mais c'est alors que le Gomu Gomu no Mi a commencé à s'éveiller. Une lumière blanche et éclatante enveloppa son corps, le rendant pâle, le contorsionnant, le ranimant et le transformant en guerrier de la libération. Gear 5 a bouleversé les codes du shonen avec des lois physiques inédites de dessins animés, reflétant la personnalité de Luffy et le thème de la liberté totale. Gear 5 a donné au personnage la capacité de se battre sans aucune contrainte. Il a utilisé des capacités dignes des dessins animés, déformant son corps et transformant son environnement en caoutchouc.
Grâce à cette évolution, Luffy a vu ses puissants ennemis comme des jouets et ses capacités ont culminé à l'épisode 1076 lors d'un nouveau combat contre son adversaire précédent. En utilisant son nouveau pouvoir éveillé, Luffy assène un coup puissant, projetant Kaido directement dans la chambre de magma, mettant ainsi fin à son règne. Ce moment a élevé Luffy du statut d'outsider créatif à celui d'une figure surpuissante, capable de défier les entités les plus puissantes et de gagner avec aisance. Numéro 9. Les 5 doyens apparaissent pour la première fois dans le chapitre 233 du manga, épisode 151 de la série, servant comme principaux antagonistes de l'arc Egghead. Vu leurs actions directes, indirectes et leur forte implication dans l'intrigue, il est logique de les voir comme des antagonistes majeurs de toute la série One Piece. Font partie de l'ordre Saint Marcus Mars, le dieu guerrier de l'environnement, Saint Topman Mercury, le dieu guerrier de la justice, Saint Étan Baron Nosturo, le dieu guerrier des finances, Saint Shepard Japeter, le dieu guerrier de l'agriculture, et Saint Figerland Garling, le dieu guerrier de la science et de la défense. Les spectateurs pensaient que les 5 doyens n'étaient que de simples politiciens, mais ils se trompaient lourdement. Leur capacité de transformation, les fans ont découvert, proviennent d'un contrat démoniaque plutôt que d'un éveil classique d'un fruit du démon. Ils ont des pouvoirs télépathiques et peuvent devenir des monstres mythiques, comme des vers des sables géants ou des chevaux squelettiques. C'est cette entité collective qui a choqué et horrifié toute la communauté anime lorsqu'il a été révélé que leurs agissements pourraient être encore plus obscurs que prévu. Ce moment a eu lieu dans le chapitre 908 épisode 889 pendant l'arc Levelli. Pendant cet arc, l'équipage du Chapeau de Paille s'oppose aux pirates de Big Mom et le groupe de Luffy se dirige vers le pays de Wano. L'armée révolutionnaire, quant à elle, prépare son prochain coup tandis que la royauté du monde entier commence à se rassembler pour la conférence Levelli. Personne ne le savait, mais c'est lors de cette partie que la vérité sur le véritable manipulateur est révélée. Ce n'est pas un gouvernement collectif comme le pensèrent ses spectateurs, mais une seule entité. À la suite d'une réunion entre les personnages Cobra, Doldo et Fujitora, tous les membres de la royauté se sont rassemblés autour d'une table et ont commencé la rêverie. Les 5 doyens ont évoqué une rencontre avec Cobra et souligné que le chaos croissant exigeait une purification majeure. De là, ils se sont dirigés vers le trône vide, un siège au château de Pengia. Le trône vide symbolise l'absence d'un dirigeant mondial unique, garantissant l'égalité entre les nations. Mais cette caractéristique était depuis longtemps un mensonge, trompant les spectateurs en leur faisant croire que c'était le cas. Désormais, sur le trône vide est assise une figure mystérieuse, encore plus énigmatique que les anciens eux-mêmes. C'est Saint Narona ému. C'est alors que les théories que les spectateurs et les fans entretenaient depuis longtemps ont commencé à se défaire. La présence d'Ému près du trône ne signifiait qu'une chose. Ils manipulaient tout depuis le début. C'est leur révérence collective devant le roi du monde qui a confirmé cette idée et révélé ce que les anciens étaient vraiment, ainsi que ce qu'ils représentaient. En s'agenouillant devant le Créateur, les 5 anciens ont demandé quel nom il avait choisi comme la lumière à éteindre du monde. L'identification de la lumière ne peut cependant être que spéculative, de nombreux spectateurs pensant que la cible de la purification était Nefertari Vivi, dont la famille s'est rebellée contre le gouvernement mondial. Mais éparpillées sur le sol se trouvaient des images de cibles alternatives, dont Luffy, Barbe Noire et une princesse Shirahoshi transpercée par une épée. Ce moment a renforcé l'idée que le monde était dirigé par une seule entité, une entité dont le public n'avait aucune ou très peu de connaissances. Les épisodes ont déclenché un véritable raz-de-marée de spéculations concernant l'identité d'Ému, le pouvoir qu'il détient et son rôle dans le siècle oublié. Une ère qui n'a aucune histoire archéologique enregistrée et que l'on pense être l'époque où le pire crime possible a été commis par le gouvernement mondial, puis dissimulé par les 5 doyens. Numéro 8. Shanks le Roux, le personnage idolâtré par Luffy, est le chef de l'équipage du Roux et fait partie des 4 empereurs du Nouveau Monde. Shanks est une figure majeure dans la vie de Luffy après l'avoir sauvé il y a 12 ans. Il a inspiré Luffy à suivre sa propre voie en tant que pirate et à le dépasser un jour. Ce personnage lui a offert le chapeau de paille, symbole de leur retrouvaille future. C'est aussi cet échange qui permettrait à Luffy de manger le Gomu no Mi. Servant de contraste direct à Shanks, il y a un personnage déterminé à renverser les 4 empereurs pour s'imposer dans le Nouveau Monde. Eustace Kid, focalisé sur la vengeance et la gloire. Il est le capitaine de l'équipage de Kid et fait partie des 12 considérés comme la pire génération.
Pendant les 2 années d'entraînement de Luffy, Kid a défié Shanks et dans le processus, il a perdu un bras, comme cela est détaillé uniquement dans le manga au chapitre 928. Après cet événement, il a cherché à s'allier à 2 autres factions de pirates pour défier l'équipage du Roux. Cependant, ce défi s'est effondré après l'attaque de Kaido, ce qui a conduit à l'emprisonnement. Mais son bras manquant et son incarcération n'ont pas suffi à tenir Kid à l'écart. Et son désir de vengeance allait se terminer dans un endroit inattendu. C'est dans le chapitre 1079 de One Piece, épisode 1112 de l'anime, pendant l'arc d'Elbaf, que Kid et Shanks se sont retrouvés, et la bataille tant attendue n'aurait pas pu être meilleure. Pendant des décennies, les fans ont rêvé de voir le Roux en action, et ce moment était enfin arrivé. Naviguant sur les hautes mers, l'équipage du Roux se retrouve à réconforter l'équipage de Kid, notamment à cause de leur attaque sur Elbaf. Kid rejoint la bataille, croyant affronter un autre empereur, mais se retrouve acculé par la flotte de Shanks à laquelle il ne s'attendait pas. L'empereur aux cheveux rouges ordonne la retraite, mais avant que les équipages ne partent, Kid rassemble les objets magnétiques de son navire et prépare le Damned Punk. L'attaque signature de Kid, le railgun à haute puissance destructrice qui pourrait anéantir toute la flotte de Shanks. Avant qu'il n'attaque, Shanks utilisa sa vision du futur et comprit ce que Kid allait faire. Pour contrer ses intentions, l'empereur déclenche quelque chose de totalement inattendu, un événement qui va provoquer un véritable choc dans toute la communauté anime. Shanks lance Kamusari, une seule attaque appelée Départ divin. Shanks traverse les airs à toute vitesse, se dirigeant vers Kid, passant de navire en navire. Lorsqu'il atteint son adversaire, son épée est déjà dégainée. Kid est laissé hors d'état de nuire et son arme est ensuite détruite, provoquant une énorme explosion qui détruit le navire. Grâce à Dory et Brogy, l'équipage se noie et est vaincu. C'est ce combat qui est considéré comme le plus rapide et le plus déséquilibré de l'histoire de One Piece, Shanks n'ayant mis que quelques secondes à vaincre son rival et à sauver les pirates du Roux. C'était aussi la première fois que les fans voyaient le héros en pleine action et c'était également la première fois que le personnage utilisait cette capacité particulière, une technique auparavant utilisée uniquement par le roi des pirates Roger. Le numéro 7 est un autre personnage clé de One Piece, ce très célèbre et très puissant membre de la marine, le vice-amiral Monkey D. Garp, également connu sous le nom de Garp le Point, père de Monkey D. Dragon et grand-père paternel de Monkey D. Luffy. Il a supervisé la naissance de Porgus D. Caes et a élevé Luffy durant sa petite enfance avant de confier les deux à la famille d'Adin. C'est ce personnage qui est considéré comme le seul marine capable de défier le roi des pirates, et il détient également le titre de héros de la marine. Garp est considéré comme une légende vivante, le marine le plus fort de tous les temps, et il peut fendre un continent entier d'un simple coup de tête. Ce qui rend ce personnage particulièrement unique, c'est que sa force physique surhumaine et sa maîtrise des 3 Hakis ne proviennent pas d'un fruit du démon. Sa spécialité est d'asséner des coups de poing aux Haki de l'armement pouvant détruire des montagnes et raser des îles, comme la galaxie. Impact, apparu pour la première fois dans l'épisode 1114, a répondu aux attentes des fans et suscité beaucoup d'agitation sur plusieurs forums de discussion. C'est durant cet épisode, intitulé « Pour l'élève bien-aimé », le point du vice-amiral Garp, qu'il a exécuté son coup de poing, Galaxy Impact. Tout cela dans le but de sauver Kobe le héros, un capitaine de la marine qui sert dans l'unité spéciale Sword. Kobe a été formé par Garp, ce qui le rend très important pour le vice-amiral. Dans cet épisode, Kobe se retrouve sur Hachinozu, entouré d'un cercle de chasseurs de primes qui s'apprêtent à mettre fin à sa vie. Mais lorsqu'il tire, des fleurs jaillissent de leurs armes à la place de balles en métal. Les armes à feu deviennent inutilisables. Hibari avait utilisé une des inventions de Vegapunk pour transformer la poudre en fleurs, tandis que Kujaku utilise ses capacités pour piéger les chasseurs de primes. Pendant ces moments-là, Garp préparait son attaque, et malgré l'insistance de Kobe qui dit ne pas mériter d'être sauvé, l'amiral le fait quand même. Il propulse son navire dans les airs avec son poing et le dirige vers l'île, où il déclenche l'impact galactique jamais vu auparavant qui dévaste la ville et vainc les chasseurs de primes. Numéro 6, un autre personnage secondaire de l'univers de One Piece est Portgas D. Ace, le même Ace qui a été confié à Monkey D. Garp après la disparition de Roger. Il est devenu connu sous le nom d'Ace aux Poings Ardents, ancien capitaine des pirates de l'espace, avant de rejoindre les pirates de Barbe Blanche. Ce personnage a mangé le Mera Mera no Mi,
un fruit du démon de type Logia qui lui permet de créer, contrôler et transformer tout son corps en feu. Il a la capacité de libérer de grandes quantités de feu, provoquant des dégâts à grande échelle. Ses poings enflammés étaient capables d'anéantir des villes entières. Et en plus, Ace est l'une des rares personnes dans le monde de One Piece à pouvoir utiliser les 3 types de haki, même s'il les utilise rarement pendant les combats. Bien que le manga ne décrive pas l'utilisation du haki de l'armement et du haki de l'observation, il révèle que le haki d'Ace est de nature ardente. Sa seule présence arrêtait les tempêtes de neige sur l'île, comme lors de son arrivée à Drum où il n'a pas neigé toute une journée. Les créateurs ont facilité l'attachement des spectateurs à ce personnage. Et comme dans la plupart des séries, romans et films appréciés, il a dû connaître une fin prématurée. La disparition de Ace, déjà abordée dans le manga, a malgré tout suscité un vif intérêt pour l'anime et attristé des fans du monde entier. C'est dans l'épisode 483 que Ace a eu besoin d'être secouru. Il était retenu captif pour l'exécution à Marineford, après avoir été capturé par le pirate Barbe Noire. Dans un effort pour le sauver, Luffy s'allie avec les pirates de Barbe Blanche et mène à bien une mission réussie qui sauve Ace, du moins momentanément. Sakazuki, anciennement connu sous le nom d'Amiral Akainu, nourrit une haine profonde envers les pirates et croit que la justice absolue doit être maintenue. Luffy devient finalement sa prochaine cible, juste après le sauvetage d'Ace, et Ace, qui a un besoin obsessionnel de protéger Luffy à tout prix, associé à sa propre fierté, décide de protéger son frère de cœur dans un moment qui bouleverse toute la communauté de l'anime. Sakazuki, la figure la plus puissante du monde, démontre une capacité qui égale et surpasse même celle d'Ace. Il a consommé le Magunomi, un fruit du démon qui lui permet de créer, contrôler et transformer son corps en magma. Pendant la scène, Ace se rend compte que ses pouvoirs de feu ne sont pas à la hauteur de ceux de Sakazuki, et il se place alors directement sur le chemin du coup de poing de magma du méchant. Un point de lave en fusion transperce la poitrine du personnage tant aimé. Le plan zoome sur la vivre quart d'Ace, liée à sa force vitale qui brûle et disparaît. Luffy regarde la scène choqué tandis que les autres pirates, furieux, foncent vers l'amiral de la marine. Pendant ce temps, Ace tombe dans les bras de son frère et repense à son passé, se rappelant le but de sa vie. Marco et Vista accourent, mais réalisent vite que ses organes sont irrémédiablement brûlés. Ace ne survivra pas, et dans ses derniers instants, il remercie Luffy pour tout ce qu'il a fait et tous les autres pour l'avoir aimé. Et à ce moment-là, des cœurs ont été brisés. Numéro 5. Apparaissant en tant que vice-présidente de Baroque Works dans l'épisode 67 de One Piece, Nico Robin fait ses débuts, sous le nom de Miss All Sunday, devenant connue comme la lumière de la Révolution, ou par son épithète, l'enfant démoniaque. Robin fut le 6e à rejoindre l'équipage du Chapeau de Paille, devenant l'archéologue et officier supérieur de la grande flotte du Chapeau de Paille. Consommatrice du Eneana Nomi, un fruit du démon Paramecia, Robin peut faire pousser plusieurs membres, yeux et oreilles sur n'importe quelle surface. Fait intéressant, cette capacité s'applique aussi aux ennemis et objets inanimés, pas seulement à son corps. Cette capacité permet à ce personnage clé de neutraliser ses ennemis et d'être une espionne compétente. Elle utilise ses compétences pour saisir, immobiliser et briser les os de ses adversaires. Robin peut même créer des clones complets d'elle-même, appelés le clone Anna, et elle peut créer des membres géants connus sous le nom de Manos Gigantis. Sa forme la plus puissante, Démoniaflure, est une version démoniaque géante d'elle-même, la rendant très efficace contre des adversaires plus grands ou des groupes. Pendant l'arc Water 7, les pirates du Chapeau de Paille font face à la menace du CP9 des assassins au service du gouvernement mondial. L'organisation secrète a menacé d'utiliser le Buster Call contre les pirates, une attaque menée par 5 vice-amiraux qui serait sans aucun doute dévastatrice. Dans l'épisode 251, Robin demande à parler à Iceberg, révélant qu'elle est prête à se sacrifier pour les Chapeaux de Paille. Elle explique qu'elle va se rendre à CP9 et même les aider à obtenir les plans d'une arme antique. Elle le ferait seulement si son équipage pouvait partir sain et sauf. Le fait que Robin soit prête à renoncer à sa liberté pour ses amis est renforcé par le fait que, tout au long de la série, il est suggéré qu'elle pense ne pas mériter de vivre, d'être heureuse ou de connaître l'amitié. Traquée depuis ses 8 ans, qualifiée de démon, elle a été trahie par la plupart de ses proches. À cause de cela, elle a développé un profond manque d'estime de soi. Les discours sur le sacrifice de soi n'atteindraient leur apogée que plusieurs épisodes plus tard, dans l'épisode 278, pendant l'arc d'Eni Lobby.
Robin est en train de se sacrifier en se livrant au gouvernement mondial. Les chapeaux de paille font tout leur possible pour l'arrêter, restant unis et affirmant qu'elle est leur amie et qu'ils ne la laisseront pas derrière. C'est là qu'elle a confié sa plus grande peur. Être un fardeau pour son équipage, car sa présence ferait des chapeaux de paille les ennemis du monde entier. Pourtant, ses compagnons veulent se battre pour elle. Elle affirme que sa fin viendra un jour et que ce moment, c'est maintenant. Le gouvernement mondial prévient l'équipage en contrebas qu'il est impuissant face à lui, exhibant son symbole sur un drapeau au-dessus. Silga King, sur l'ordre de Luffy, brûle le drapeau et déclare finalement la guerre contre eux. La scène est ensuite passée de bonne à un véritable chef-d'œuvre. Robin, voyant que ses amis ont décidé de rester à ses côtés, même si cela signifiait être contre le monde entier, commence à pleurer. Luffy lui ordonne de dire qu'elle veut vivre, et le reste de l'équipage l'y encourage. Après quelques hésitations, elle finit par exprimer son vœu tant attendu, criant « Je veux vivre », un moment dramatique et magistral qui a enflammé Internet. Numéro 4. Au centre de toute la série One Piece se trouve Gola D, Roger, le légendaire pirate, qui fut le capitaine des pirates de Roger et le seul à porter le titre de roi des pirates. Il possédait l'artefact légendaire qui a donné son nom à la série. Il est aussi le père biologique d'Ace. Bien qu'il ne possède aucun fruit du démon, ce personnage a atteint le sommet de la puissance grâce à la maîtrise des 3 types de haki: l'armement, l'observation et le haki du roi suprême. Il maniait la grande épée appelée Ace et possédait la capacité d'infuser ses attaques avec le haki des rois, créant ainsi des ondes de choc dévastatrices à longue portée. Son rival légendaire de longue date était Barbe Blanche. Les rivaux, qui n'étaient pas considérés comme des ennemis, témoignent d'un profond respect l'un envers l'autre. Leur motivation principale est de se mesurer à leur égal et de comparer leurs forces, ce qui provoque fréquemment des affrontements entre équipages. Barbe Blanche, ou Edward Newgate, est un pirate légendaire et le chef des pirates de Barbe Blanche. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde et l'homme le plus proche du One Piece après la mort de Roger. Contrairement à son rival, Barbe Blanche a mangé le Gorogoronomi, un fruit du démon qui lui permet de créer des ondes de choc et des séismes. Ce pouvoir est considéré comme le fruit du démon Paramecia, le plus puissant. Selon Sengoku, Barbe Blanche a le pouvoir de détruire le monde. Bien que ces deux personnages soient connus pour être de grands rivaux, les spectateurs ne les ont jamais vus réellement s'affronter. Du moins, pas avant l'épisode 965 intitulé « Croiser le fer, Roger et Barbe Blanche ». Cela s'est poursuivi dans l'épisode 966. La bataille a lieu pendant l'arc du pays de Wano, lors du flashback d'Oden, et dure jusqu'à 3 jours, dans un moment haletant et tendu qui a laissé les spectateurs incapables d'arrêter d'en parler sur les forums de discussion en ligne. La scène, considérée comme un chef-d'œuvre, débute par un flashback d'Oden, où lui et les pirates de Barbe Blanche arrivent sur une île pour voir les pirates de Roger en train de la piller. Oden, excité à l'idée d'affronter un adversaire plus fort, décide d'affronter Roger. Avant même qu'il ait eu la chance d'entrer en contact avec le roi des pirates, un coup puissant de Roger l'a mis hors de combat. Après avoir vu Oden à terre, Barbe Blanche intervient, marquant la première fois dans l'anime qu'on les voit s'affronter. Le conflit se poursuit dans l'épisode suivant, les deux parties semblant impatientes de se retrouver. L'affrontement commence, et même les équipages adverses se battent entre eux. Pendant les 3 jours suivants, le conflit fait rage. Avec des rivaux individuellement puissants, une grande quantité d'énergie cause des ravages dans les environs. L'île endure des séismes et des explosions dévastatrices des deux camps. Le sol se fissure, des rochers flottent dans les airs et des arbres sont déracinés lors de ce combat très attendu. Ce qui relie tout cela, c'est l'incapacité des deux adversaires à réellement se toucher. Leurs forces sont trop puissantes pour permettre à l'un ou l'autre de s'approcher suffisamment. Le 3e jour, un cessez-le-feu est déclaré, ni Roger ni Barbe Blanche n'ayant réussi à vaincre l'autre. La bataille prend fin, et le 4e jour, un échange de cadeaux a lieu entre les équipages rivaux. L'événement a été un moment culturel majeur pour la communauté de One Piece, qui l'a qualifié d'historique et de majestueux. Numéro 3. Sabo, leur frère né dans la noblesse, fait partie du développement des personnages et du passé de Monkey D. Luffy et Portgas D. Ace. Se sentant opprimé et étouffé par le statut de ses parents, Sabo s'est enfui de chez lui et a rejoint Luffy et Ace alors qu'il n'avait que 10 ans. Pendant 662 épisodes de One Piece, ce personnage n'existe que dans les souvenirs de Luffy, car seulement quelques mois après avoir commencé à vivre comme un vagabond, Sabo semblait trouver la mort.
Craignant d'être rattrapé par ses parents, le personnage a tenté de fuir. Il est monté à bord et a quitté la zone, mais son navire a été détruit par un dragon céleste, le noble mondial Saint-Jalmac, qui le trouvait horrible. Son chapeau abîmé et ses effets personnels ont été retrouvés plus tard, et Sabo a été présumé décédé. Comme souvent dans les séries ou films, si un personnage n'apparaît pas mort, il n'est presque jamais vraiment parti. C'est une vérité à laquelle la communauté de One Piece serait confrontée dans l'épisode 633 après la disparition d'Ace. C'est dans l'arc Dressrosa que ce qui serait décrit comme la meilleure révélation de One Piece s'est déroulé. Suite à la disparition d'Ace dans un épisode précédent, Luffy se lance dans la conquête du Meramera no Mi, le fruit du démon qui appartenait à son défunt frère. Pour le gagner, il devra participer à un tournoi organisé au Corrida Colosseum. Luffy dissimule son identité sous le nom de Lucy, un déguisement qui tombe rapidement dès qu'un visage familier apparaît. Ce visage était celui de Sabo, qui était venu au Colisée pour protéger le Meramera no Mi. Sabo révèle son identité à son frère, ce qui provoque une cascade d'émotions. Son apparition soudaine et inattendue laisse les spectateurs stupéfaits, mais pas autant que lorsqu'on révèle comment il a survécu au dragon céleste et où il était pendant tout ce temps. Sabo explique que Monkey D. Dragon, le père de Luffy et chef de l'armée révolutionnaire, l'a sauvé du navire détruit. Mais Sabo a été gravement blessé et a perdu connaissance. Lorsqu'il s'est finalement réveillé, on a découvert qu'il avait perdu la mémoire. Oubliant qu'il avait des frères jurés, le personnage a consacré sa vie à l'armée, devenant chef d'état-major et étant reconnu comme le numéro 2 de toute l'organisation, juste après le commandant suprême Dragon. C'est également dans cette scène que les spectateurs apprennent que ses souvenirs oubliés étaient revenus, ravivés 10 ans plus tard, après avoir appris que son frère n'était plus en vie. Dans un moment incroyable, Sabo s'empare du Meramera no Mi d'Ace, portant l'héritage de son frère en consommant le fruit du démon et en devenant Sabo l'empereur des flammes. Numéro 2. Au centre de ce que l'Internet considère comme la victoire la plus controversée de Luffy dans One Piece, se trouve Charlotte Katakuri, l'aînée des triplés, avec Daifuku et Ovin. Katakuri fait partie des 3 commandants sucrés des pirates de Big Mom, ainsi que du ministre des Fleurs de l'île de Tado. Il est l'antagoniste secondaire de l'arc Whole Cake Island. Katakuri a consommé le Moki no Mi, un fruit du démon qui lui donne la capacité de créer, contrôler et transformer son corps en Moki. Son mochi, épais et adhésif, piège même les ennemis les plus puissants. Ses capacités servent surtout en combat rapproché, permettant au personnage de projeter de multiples vrilles de mochi comme poings et jambes. Ces vrilles peuvent aussi être imprégnées de haki de l'armement, permettant d'asséner de puissants coups de poing et de pied. Son pouvoir est décrit comme dévastateur, lui permettant d'esquiver les attaques chargées de haki, ce qui rend Katakuri particulièrement dangereux. Dans cet arc, les pirates au chapeau de paille ont affronté la colère de Big Mom et se sont retrouvés piégés sur Whole Cake Island après avoir perturbé sa fête du thé. Les pirates prévoient une évasion, mais leur plan échoue quand les pirates de Big Mom tentent de les arrêter. Mais Luffy voit une opportunité pour que son équipage s'échappe indemne. Dans l'épisode 852, Luffy entraîne Katakuri et lui-même dans le monde des miroirs, espérant l'empêcher de stopper la fuite et forçant finalement un duel en tête-à-tête qui a de nouveau tenu les spectateurs en haleine. Katakuri considère Luffy comme une menace directe pour Big Mom et cherche à mettre fin à son règne sur le champ. L'épisode porte bien son nom, un combat difficile commence, Luffy contre Katakuri. Le combat s'engage avec rapidité et les 2 adversaires luttent pour prendre l'avantage. Katakuri utilise ses capacités de prévoyance pour déterminer quel pouvoir Luffy va activer ensuite, ce qu'il peut stopper avec son grand poing de Mochi. Son poing géant s'écrase contre le mur, faisant tomber Luffy au sol. Il se relève rapidement et active Grizzly Magna. Katakuri lança de nouveau 2 énormes poings, submergeant Luffy avec facilité. Après plusieurs tentatives ratées, les chapeaux de paille sont enfoncés dans le sol par un énorme pied en Mochi. Katakuri affirme qu'il ne voit aucune victoire dans l'avenir de son adversaire. Une déclaration saisissante. Perospero interrompt le combat pour prévenir Katakuri que les chapeaux de paille se sont enfuis et lui demander comment s'est déroulée la bagarre avec Luffy. Et à ce moment-là, le pirate reprend connaissance et fonce sur son adversaire avec Elephant Gatling. Katakuri esquive l'attaque et la contre. Il est frappé plusieurs fois par les gros poings de Mochi. Pendant les heures suivantes, qui se poursuivent dans l'épisode suivant,
le combat continue avec le même rythme implacable jusqu'à l'épisode 855. À ce moment-là, Katakuri était fatigué et pour la première fois du combat, il est tombé après un coup porté par Luffy. Mais cela ne le maintient pas à terre bien longtemps. Katakuri regarde les chefs dans l'ombre qui attendent avec des chariots de nourriture. Il s'agace du fait que l'acharnement de Luffy l'a mis en retard pour son goûter. Il met ensuite fin au combat, rendant hommage à son adversaire pour sa détermination à ne jamais abandonner. Le combat se termine avec Luffy enseveli sous une quantité étouffante de mochi. Dans l'épisode suivant, Luffy se libère de sa prison de mochi et fonce sur son rival, utilisant le haki de l'observation pour esquiver ses coups et le frapper à la mâchoire. Luffy active son Gear 4 récemment maîtrisé, ce qui lui permet de prendre l'avantage. Le combat acharné se poursuit jusqu'à l'épisode 871, laissant les spectateurs se demander qui sortira vainqueur. Lors de l'échange final, les deux combattants sont épuisés, mais Luffy parvient tout de même à se relever après la chute de Katakuri, ce qui lui vaut un grand respect. Avant de perdre connaissance, Katakuri demande à Luffy s'il reviendra pour vaincre Big Mom, et il sourit, soulagé, après avoir reçu la confirmation qu'il le ferait. Numéro 1. En tant que navigatrice de l'équipage du chapeau de paille, Nami la chatte voleuse est la sœur adoptive de Nojiki, toutes deux ayant été orphelines. Elle est officier supérieur de la grande flotte du chapeau de paille et troisième membre ayant rejoint lors de l'arc d'Orange Town. Fait intéressant, elle fait partie des rares membres de l'équipage du chapeau de paille sans fruit du démon. À la place, elle compte sur sa propre intelligence, ses compétences en navigation et son bâton climatique armé qui lui permet de contrôler la météo à l'aide d'un bâton et du nuage Zeus doué de conscience. Il y a de nombreux moments dans One Piece qui ont laissé les spectateurs admiratifs devant Nami, mais aucun ne surpasse vraiment ses actions dans l'arc du pays de Wano, épisode 1008 intitulé « La reddition de Nami, le coup de tête féroce d'Ulti ». Pendant cet épisode, Marco est en train de se battre contre Big Mom, tandis qu'Apu est poursuivi par les chapeaux de paille, Zoro et Drake, qui tentent de lui prendre un échantillon d'anticorps. Chopper est infecté par l'Oni de glace, tandis que Brook, n'ayant ni peau ni sang, reste insensible à sa morsure. Alors que les chapeaux de paille sont pour la plupart distraits, Nami et Usopp sont forcés de fuir devant Ulti et Page One, qui cherchent à se venger après les attaques précédentes lancées par les deux pirates aux chapeaux de paille. La poursuite s'arrête dans une maison de bain où Nami est acculée. Ulti la maîtrise et lui assène un puissant coup de tête, la projetant au sol. Usopp s'avance pour intervenir, mais Ulti et Page One le mettent tous les deux hors d'état de nuire. Nami, n'ayant plus d'autre choix, décide de se rendre, déclenchant le chaos dans toute la communauté de One Piece. Mais la rage laisse place à la stupeur et à l'horreur lorsque le personnage reçoit un ultimatum inattendu, auquel elle répond d'une manière surprenante. Ulti suggère que si Nami n'admet pas que Kaido sera le roi des pirates à la place de Luffy, elle sera exécutée. Le subconscient de Nami remonte dans le passé, au moment où elle a rencontré Luffy pour la première fois, qui avait pris sa défense contre son oppresseur Arlong. Il a aussi libéré son village. En se rappelant l'amour qu'elle partage avec son équipage, Nami fait le sacrifice ultime. Bien qu'elle soit terrifiée, elle insiste sur le fait qu'elle ne mentira pas pour sauver sa vie et déclare à Ulti que Luffy sera sans aucun doute le roi des pirates. Le sacrifice suggéré a déclenché une énorme activité sur les forums de discussion de One Piece. Les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux, et maintenant, un personnage adoré risquait d'être effacé de la série pour de bon, n'existant plus qu'à travers des flashbacks. Heureusement, cela n'arrive pas, car, juste à temps, Tama et son hybride lion-chien-cochon, Komachio, apparaissent. Komachio mord la tête d'Ulti, et Nami est libérée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et on se retrouve dans la prochaine vidéo.